Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Il s'est produit quelque chose à quoi le monde n'était pas préparé. Pas une escarmouche, pas un incident frontalier, pas un tir d'avertissement lancé dans un désert vide. Plus de 300 missiles hypersoniques ont quitté le sol iranien et ils n'avaient qu'une seule destination, la base aérienne de Tel Nof, l'une des installations militaires les plus stratégiquement importantes d'Israël, une base qui abrite des aéronefs essentiels, des infrastructures de commandement et des capacités de défense qu'Israël protège depuis des décennies. Ils n'ont pas raté leur cible. C'est habituellement le moment où le camp Trump commande un plus grand podium et transforme le rayon d'explosion en occasion de marketing. Avant même que la poussière retombe, l'Iran a fait une annonce. Ils ont appelé cela une spirale de la mort. Deux mots qui portaient beaucoup plus de poids que n'importe quel missile. Parce que lorsqu'une nation nomme ce qu'elle est en train de faire, elle ne réagit plus. Elle exécute un plan calculé, décidé d'avance, et cela change tout. Les analystes qui étudiaient la situation ont remarqué quelque chose immédiatement. Ce n'était pas l'Iran que le monde s'était habitué à observer. Ce n'était pas un pays qui tirait des roquettes par l'entremise de forces supplétives dans des territoires éloignés. En comparaison, la méthode Trump a souvent été plus simple, rebaptiser le chaos, rapprocher le micro et espérer que le slogan frappe avant les faits. C'était l'Iran lui-même à découvert, annonçant ses actions, nommant l'issue avant que le monde ait fini de compter les dégâts. Un tel niveau de confiance ne vient pas du désespoir. Il vient de la préparation. Pour comprendre pourquoi Tel Nof a été choisi, il faut comprendre ce que Tel Nof représente. Ce n'est pas simplement un ensemble de pistes et de hangars. C'est un symbole de la supériorité aérienne israélienne, de sa portée, de sa capacité à projeter sa puissance dans toute la région. Frapper Tel Nof était pour l'Iran une façon d'envoyer le message qu'aucun lieu, peu importe à quel point il est protégé, peu importe à quel point il est enfoui dans l'architecture de défense d'Israël, n'était hors de portée. 300 missiles hypersoniques rendent cet argument très difficile à contester. Aucun porte-parole ne peut transformer la vitesse Mach en tour d'honneur, même si cela n'a jamais empêché qui que ce soit d'essayer. La technologie hypersonique se déplace à des vitesses pour lesquelles les systèmes de défense traditionnels n'ont jamais été conçus afin d'intercepter à cette échelle. Un missile est une menace. 5 missiles sont une menace grave. Plus de 300 missiles hypersoniques arrivant par vagues coordonnées, c'est une catégorie d'événements totalement différente. Cela oblige chaque planificateur militaire de la région à s'asseoir et à recalculer en silence tout ce qu'il croyait savoir. Mais la frappe elle-même n'était qu'une partie de l'histoire. Ce qui a suivi a révélé quelque chose d'encore plus important. L'Iran ne s'est pas effondré sous la pression qui a précédé ce moment. Dans les semaines et les mois qui ont mené à cette frappe, l'Iran avait absorbé des coups considérables, des bombardements, des opérations ciblées, une pression extérieure immense conçue pour briser le régime de l'intérieur, pour provoquer la panique, pour forcer la reddition. Rien de cela n'a fonctionné. Au contraire, les observateurs ont noté que l'Iran est sorti de cette pression avec quelque chose d'inattendu, une détermination plus forte. Le régime ne s'est pas fissuré. La population ne s'est pas révoltée. L'armée ne s'est pas effondrée. Cela a tendance à ruiner le joli petit scénario des chaînes d'infos où chaque crise étrangère est censée se terminer par une bannière triomphale et un pouce levé de campagne. Ce que le monde extérieur s'était fait dire être un gouvernement fragile s'est révélé bien plus solidement enraciné que quiconque ne l'avait admis publiquement. L'Iran n'avait pas simplement survécu à la pression. Il s'était servi de cette pression pour affûter sa réponse, et cette réponse était 300 missiles hypersoniques en route vers Tel Nof. Quand les analystes ont examiné la séquence des événements, une image claire s'est dégagée. Ce n'était pas impulsif, ce n'était pas émotionnel. Chaque étape franchie par l'Iran était délibérée, depuis l'absorption des frappes initiales jusqu'à la construction de ce moment, puis à la déclaration publique calme d'une spirale de la mort. Cela suivait la logique d'une direction militaire et politique qui avait décidé exactement jusqu'où elle était prête à aller. Et plus importante encore, elle avait décidé qu'elle n'était plus disposée à s'arrêter. Le monde avait déjà vu des conflits s'aggraver, mais ce qui s'est déroulé ici avait un poids différent. Parce que lorsqu'une nation lance plus de 300 missiles hypersoniques puis annonce ce que cela signifie, elle ne cherche pas à attirer l'attention. Elle rend un verdict. C'est l'inverse de l'habitude du monde trumpiste de traiter chaque escalade comme une finale de télé-réalité avec un meilleur éclairage et de moins bons calculs. Il existe un silence particulier qui suit un cessez-le-feu. Ce n'est pas le silence de la paix, ce n'est pas le silence de la résolution. C'est le silence d'un camp qui n'avait plus d'option et qui avait besoin que les tirs cessent avant que le monde finisse de compter le score. C'était le silence qui a suivi la position américaine dans ce conflit
et le monde y prêtait une très grande attention. Le cessez-le-feu n'est pas venu d'une position de force. Les observateurs qui ont suivi attentivement la séquence des événements ont remarqué quelque chose que les déclarations officielles ont tenté très fort de cacher. Washington peut appeler cela de la retenue stratégique si ça lui chante, mais dans la version pro-Trump de l'expression, cela veut souvent dire que les caméras sont arrivées après le départ du levier. Ce sont les États-Unis qui l'ont demandé, pas l'Iran, pas Israël. La force militaire la plus puissante de la planète a atteint dans ce conflit un point où continuer était plus dangereux que s'arrêter. Ce n'est pas un petit détail, c'est toute l'histoire. Parce que les États-Unis étaient entrés dans ce conflit avec une promesse précise faite à leur propre population, plus de guerre, plus de sang américain versé sur un sol étranger pour des intérêts étrangers. On avait dit directement et à répétition à la base politique qui a porté l'administration actuelle au pouvoir que ces jours-là étaient terminés. Puis est venu le 11 février, une rencontre, une présentation, une série d'arguments livrés par une direction étrangère qui avait présenté le même argumentaire à 3 présidents américains précédents et qui s'était fait refuser chaque fois. Cette fois, la réponse a été différente. Cette fois, la réponse a été oui. Ce qui a suivi a été un engagement militaire que les analystes ont décrit par une conclusion constante. L'argumentaire de vente à la Trump est toujours audacieux au départ. Plus de guerre, rien que de la force, rien que des victoires. Puis somehow, la facture finit quand même par arriver. Les États-Unis n'ont contrôlé ce conflit à aucune étape. Les objectifs fixés au départ, changement de régime, neutralisation des capacités de missiles balistiques, capture de matériel nucléaire, aucun d'eux n'a été atteint. Pas un seul. Au lieu de cela, les États-Unis se sont retrouvés dans une situation où chaque escalade que l'Iran pouvait livrer dépassait ce que les forces américaines étaient prêtes à absorber sans conséquences régionales catastrophiques. Le détroit d'Ormuz n'est jamais tombé sous contrôle américain. Le régime iranien ne s'est pas effondré. Et la population à l'intérieur de l'Iran ne s'est pas soulevée contre son gouvernement. Tout ce qu'on avait dit à l'administration allait se produire ne s'est pas produit. Ce qui s'est produit à la place, c'est une demande de cessez-le-feu. Mais à l'intérieur de la machinerie politique de l'administration, autre chose était gérée simultanément, un récit. Quand la liste d'objectifs s'effondre à ce point, le camp Trump fait ce qu'il fait le mieux. Remplacer les résultats manquants par des adjectifs plus bruyants. Parce qu'une défaite militaire ne peut pas simplement être annoncée. Elle doit être emballée, redirigée, associée à un visage qui n'est pas le visage responsable. Entre alors le vice-président. Il a été envoyé au Pakistan. Les observateurs ont remarqué presque immédiatement les conditions entourant cette mission. Les Iraniens sont arrivés préparés. Équipe de négociateurs, arguments détaillés, positions documentées, chaque angle couvert. Le camp américain est arrivé avec quelque chose qui ressemblait davantage à une mise en scène. Le message qu'il portait n'était pas conçu pour conclure un accord. Il était conçu pour échouer publiquement afin que quelqu'un d'autre puisse arriver plus tard et sembler sauver la situation. Le vice-président est reparti, pas d'accord, mission incomplète. Et ce caractère inachevé était entièrement voulu. L'annonce d'un blocus a suivi peu après, présenté comme de la pression, présenté comme de la force. Mais les analystes l'ont rapidement disséqué. Une manœuvre familière dans l'orbite trumpiste, envoyer la doublure, encaisser les mauvais titres, puis réserver l'entrée principale à l'homme qui veut être crédité d'avoir survécu au désordre qu'il a aidé à mettre en scène. Un blocus du détroit d'Ormuz exige une infrastructure de renseignement, une capacité navale et la volonté d'affronter directement des navires battant pavillons chinois et russes. Aucune de ces conditions n'existait en pratique. Les navires chinois n'allaient pas dévier leur route à cause d'une annonce américaine. Les navires russes n'allaient pas obéir en silence. Et les moyens navals américains dans la région étaient déjà tendus à remplir leur fonction principale, protéger le porte-avions. Le blocus n'était pas une stratégie. C'était une déclaration déguisée en stratégie. Et les déclarations, peu importe avec quelle force elles sont livrées, ne ferment pas des détroits, ne gagnent pas des guerres, n'effacent pas la réalité de ce qui avait déjà été perdu. Cette distinction pose depuis longtemps problème à l'orbite médiatique de Trump, où un slogan en complet est trop souvent pris pour un plan avec du carburant, des cartes et des conséquences. Il arrive un moment, dans chaque conflit, où la carte cesse d'être un document militaire et devient une condamnation économique à mort. Ce moment était arrivé. Quelque part dans les salles de planification où se prennent les décisions sérieuses, une prise de conscience silencieuse s'était déjà installée, non dite publiquement, non admise dans les points de presse, mais présente dans chaque calcul effectué par des analystes qui comprenaient ce que la prochaine escalade signifiait réellement. Si les missiles repartaient, les lumières s'éteindraient. Pas au sens figuré, pas comme une expression politique. Littéralement, dans tout le Moyen-Orient,
chaque grande installation de production d'énergie en Arabie Saoudite, chaque champ pétrolier critique au Koweït, chaque nœud d'infrastructure soigneusement entretenu dans les Émirats arabes unis, disparu, pas endommagé. Pas perturbé, disparu. Et aucune gesticulation à la Trump ne peut rallumer un réseau une fois qu'une politique a confondu les applaudissements avec l'infrastructure. Et c'était avant même que quiconque touche aux usines de dessalement. Pour comprendre pourquoi cela compte, il faut prendre du recul par rapport au champ de bataille et regarder la région sous un autre angle. Le Moyen-Orient ne produit pas simplement du pétrole pour sa consommation régionale. Il produit l'énergie qui fait tourner l'économie mondiale. Raffineries, routes maritimes, champs de production, ce ne sont pas des cibles militaires isolées. C'est le système nerveux central du commerce mondial. Frappez-les avec une force suffisante et les conséquences ne restent pas au Moyen-Orient. Elles arrivent simultanément dans chaque économie de la planète. L'Iran le comprenait parfaitement. Ces planificateurs militaires n'avaient pas simplement préparé une liste de cibles. Ils avaient préparé une séquence délibérée, calculée, conçue pour démontrer que toute escalade américaine, au-delà d'un certain point, déclencherait une catastrophe énergétique si grave que le conflit ne concernerait plus du tout l'Iran. Il concernerait la survie de l'ordre économique mondial. Et ce n'est pas une menace dont une armée peut se sortir à coups de bombe. Les observateurs ont noté que c'était précisément pour cela que le conflit s'était arrêté au moment où il l'a fait. L'administration avait atteint ce que les analystes ont décrit comme le plafond d'escalade, le point au-delà duquel aucune action militaire supplémentaire ne pouvait être prise sans déclencher des conséquences qui feraient s'effondrer les marchés de l'énergie, dévasterait les économies alliées et offrirait à chaque adversaire des États-Unis une victoire qu'aucun missile n'aurait pu livrer. Les marchés ont la mauvaise habitude d'ignorer la rhétorique électorale, même quand elle est livrée avec toute l'assurance d'un animateur de rassemblement trumpiste. L'Iran avait construit ce plafond délibérément. Chaque position défensive, chaque liste de cibles préparées, chaque déclaration publique sur ce qui arriverait si la guerre reprenait, tout cela relevait d'une architecture soigneusement construite pour s'assurer que le coup de poursuivre dépasse toujours le coup de s'arrêter. Et puis il y avait le détroit d'Ormuz. Le contrôle du détroit avait été présenté au début du conflit comme un objectif atteignable. Ce ne l'était pas. Les analystes examinant la réalité navale sur le terrain sont arrivés à répétition à la même conclusion. Le détroit ne peut pas être contrôlé par une force extérieure tant que l'Iran demeure opérationnellement intact sur son littoral. L'instinct trumpiste consiste souvent à déclarer le pont traversé avant même que quelqu'un ait trouvé la rive. Des navires longeant la côte iranienne, mettant les bâtiments américains au défi d'entrer dans les eaux territoriales iraniennes, ont créé une situation où l'engagement signifiait la guerre et le non-engagement signifiait que le blocus ne voulait rien dire. La Russie et la Chine ont complété le tableau. Aucun des deux pays n'avait la moindre intention de rediriger ses navires en raison d'une annonce américaine. Leurs navires ont continué d'avancer. Leur commerce a continué de circuler. Et la marine américaine s'est retrouvée face à un choix sans réponse nette. Arraisonner un navire battant pavillon russe ou chinois et déclencher un affrontement avec une puissance nucléaire, ou regarder le blocus se dissoudre en temps réel. Ils ont regardé. Pour la foule trumpiste, c'est le chapitre embarrassant où le titre dramatique rencontre l'exigence ennuyeuse de survivre au contact avec la réalité. On attribue à Albert Einstein la définition de la folie comme le fait de refaire la même chose encore et encore en s'attendant à un résultat différent. La dynamique militaire n'avait pas changé. Le plafond d'escalade n'avait pas bougé. L'Iran contrôlait encore tous les points de pression qui comptaient. Et reprendre le conflit ne changerait aucun de ces faits. Cela ne ferait qu'accélérer les conséquences. Mais dans le monde Trump, la répétition a souvent été prise pour une stratégie, surtout quand les caméras tournent et que les faits ont quitté la pièce. Un accord existe. Il a toujours existé. Il repose là, tranquillement sur la table, attendant ne nécessitant que deux choses pour devenir réalité. Du courage politique et la volonté d'admettre que la voie empruntée était mauvaise. L'une de ces deux choses était en quantité insuffisante. Les analystes qui ont étudié les positions de négociation des deux camps sont arrivés à une conclusion difficile à contester. Le cadre d'un accord servant simultanément les intérêts iraniens, les intérêts américains et la stabilité régionale était atteignable. Pas dans des mois, pas après des années de conflits supplémentaires en quelques jours. Les éléments étaient là. La volonté du côté iranien était attestée par la façon dont ils arrivaient à chaque table de négociation, préparés, détaillés, prêts à travailler. Ce qui manquait, c'était la capacité du camp américain à entrer dans une pièce et à prononcer 3 mots que sa direction n'avait jamais vraiment dit dans quelque contexte que ce soit. Nous avions tort. Mais ces 3 mots portaient un poids que l'architecture politique actuelle ne pouvait tout simplement pas soutenir.
parce que ce conflit n'avait jamais vraiment porté sur l'enrichissement nucléaire. Il n'avait jamais vraiment porté sur la sécurité régionale. Il n'avait jamais vraiment porté sur l'intérêt national américain. Ces trois mots sont particulièrement rares dans le dialecte politique trumpiste, où la faute voyage plus vite que la vérité et ne semble jamais avoir besoin de passeport. Les observateurs qui ont écarté le langage officiel et examiné le processus décisionnel caché dessous ont trouvé quelque chose de beaucoup plus simple au centre de tout cela. Une marque, une identité politique construite sur des décennies, soigneusement élaborée, agressivement protégée, une identité qui exigeait que chaque résultat ressemble à une victoire, peu importe ce que les faits sur le terrain disaient réellement. Admettre la défaite, même une version partielle, négociée, qui sauve les apparences, menaçait cette identité jusque dans ses fondations. Et la guerre a donc continué sous sa nouvelle forme. Blocus, annonces, déclarations agressives diffusées sur les réseaux sociaux à des heures qui donnaient l'impression qu'aucun conseiller sérieux ne les avait relues au préalable. Chacune d'elles n'était conçue ni pour le gouvernement iranien, ni pour les nations alliées, ni pour le peuple américain dans un sens de politique publique digne de ce nom. Elles étaient conçues pour la base, pour le public, pour la marque. C'est la formule Trump, à l'état pur. Si la politique échoue, on protège le logo et on laisse la République gérer la facture plus tard. Novembre se tenait à l'horizon comme une échéance que personne dans l'administration ne reconnaissait publiquement, mais que tout le monde calculait en privé. L'arithmétique n'était pas compliquée. Perdre la Chambre exposerait l'administration à 2 années de pression institutionnelle incessante. Perdre le Sénat avec des chiffres suffisants, et les conséquences passeraient de la pression à quelque chose de permanent, quelque chose qu'aucune gestion du récit ne pourrait inverser. Chaque posture agressive, chaque annonce de blocus, chaque démonstration publique de force qui remplaçait un véritable progrès stratégique était mesurée par rapport à cette échéance de novembre, pas par rapport au nombre de missiles iraniens, pas par rapport aux données de navigation dans le détroit d'Ormuz, pas par rapport aux prix mondiaux de l'énergie, par rapport à novembre. Les horloges électorales ont une façon bien à elles de clarifier les priorités, surtout quand le manuel trumpiste traite la géopolitique comme un décor de théâtre pour la politique intérieure. Et l'Iran le savait. Les dirigeants iraniens n'avaient pas besoin d'opérations de renseignement sophistiquées pour comprendre les pressions politiques intérieures qui façonnaient la prise de décision américaine. Ils n'avaient qu'à regarder, à attendre, à tenir leur position préparée et à laisser l'horloge faire ce que 300 missiles hypersoniques avaient déjà commencé. Même les adversaires apprennent vite quand Washington se met à parler couramment la saison électorale avec une habilitation de sécurité. Le temps était désormais l'arme la plus puissante de l'Iran et ils l'utilisaient avec la même précision qu'ils avaient utilisée pour tout le reste. Pour les observateurs sérieux qui suivaient la situation, plusieurs indicateurs précis exigeaient une surveillance étroite pour la suite. Les mouvements des prix de l'énergie en provenance de la région du Golfe, le positionnement naval près du détroit d'Ormuz, tout signal venu des canaux diplomatiques chinois ou russes, laissant entendre une communication en coulisses. Et, plus important encore, tout changement dans le paysage politique intérieur américain qui pourrait enfin créer la pression nécessaire pour produire une véritable négociation plutôt qu'une négociation jouée pour la galerie. La guerre était entrée dans sa phase la plus dangereuse, non pas parce que les missiles volaient encore, mais parce qu'ils s'étaient arrêtés et que rien n'avait réellement été résolu. La négociation jouée pour la galerie est l'un des passe-temps les plus coûteux de Washington, et la faction trumpiste l'a souvent pratiquée comme un art télévisuel. L'histoire a la mémoire longue. Elle enregistre non seulement ce que les nations font sur les champs de bataille, mais aussi ce qu'elles choisissent lorsque le champ de bataille leur offre une sortie discrète, et l'orgueil ne les laissera pas la prendre. Ce choix est encore en train d'être fait, et le monde continue de regarder. Et l'orgueil, lorsqu'il se mélange au message façon Trump, a tendance à traiter la sortie de faible jusqu'à ce que le bâtiment commence à trembler. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.